Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans la grande question. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un concept, l'un des concepts les plus ambigus que notre société peut connaître, le concept de liberté en rapport avec l'existence. Et le thème de notre débat sera existence et liberté. Vous le savez, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que c'est que la liberté, et à plus forte raison quand on l'adjoint au concept d'existence. C'est la raison pour laquelle nous avons invité quelques philosophes pour venir débattre de cette question qui est hautement philosophique, même si on ne peut pas la réduire essentiellement au concept de philosophie. Bonjour Dr Ndji. Bonjour, merci de l'invitation. Merci infiniment de venir échanger avec nous sur un concept aussi. Bonjour Monsieur Shinto. Thank you very much for inviting me here today, and I think it's a great pleasure to share the same panel with Professor Moshili and Dr Ndji. It's always instructive and informative discussing with them. Professeur Moshili, merci. À la grande question. Merci pour cette invitation renouvelée. Merci infiniment, merci d'être là. Monsieur Shinto, commençons. Qu'est-ce que la liberté? Commençons par là. Ou alors, le thème c'est existence et liberté. Peut-être que vous choisirez de partir de l'existence pour arriver à la liberté. Je vous laisse le choix. Yes, I think I have to move from existence to freedom, because freedom, the problem of freedom arises because man exists. And I think when we talk of existence, existence has to be understood by putting it alongside the notion of life. To live and to exist should be understood as two different two concepts which should not be used interchangeably, because living or life is strictly biological. For instance, animals live, plants live, man lives, but man is the only being that exists. If we look at existence from the point of view of volition, the only being that wills and realizes his will is a being that exists. And existence, therefore, can be considered as simply conscious participation in an act. And we can simply say that existence is simply the act of man in creating history, that is creating history, creating the presence, and bringing up conditions to make the future come true and to realize his projects for the future. That is how we can define existence. And coming to freedom, freedom in philosophy is usually is ambivalent, because it has at the same time the parochial nature, that's the narrow nature, freedom as negation, that's freedom as the absence of constraint, that is negative freedom, and we also have positive freedom, which is simply being the master, autonomy, being the master of one's will. And man, being a finite being, is confronted with is somewhat subjected to so many praise or predations. Man is subjected first of all to nature. So how can man assume his freedom over nature? Man is also subjected to his emotions. How can he have also the mastery over his emotions? And also, man is also subjected to maybe what Kierkegaard may call it forlornness, that's loneliness. How can he overcome loneliness? These are some of the questions that are very important in the notion of freedom. And we talk of freedom in contradistinction to the notion of determinism. And what is determinism? It's simply the view that whatever thing that happens to man today was already conditioned. You may as well cite maybe self-determinism, which is saying that man's destiny is relatively determined. For instance, emotions. Emotions determine man, but man has the ability to subdue them. We call it self-determinism. But we also have what we call absolute determinism or hard determinism. That is, man is absolutely determined. For instance, a situation where somebody is born, maybe is born as an imbecile or insane, is mad. In that case, there is no way he can have power over that. We can call that natural handicap. That is what we can call absolute determinism. So the question of liberty and existence is a very crucial notion that cuts across all aspects of philosophy. Dr Ndji, est-ce qu'on peut penser que l'existence, la liberté est inhérente à l'existence? Rappelons d'abord que parler de liberté suppose qu'on s'autodétermine. Ça veut dire qu'on s'autodéfinit, on s'oriente dans l'existence. Et maintenant, c'est quoi l'existence? L'existence suppose qu'on est un être conscient qui se développe et se manifeste dans notre environnement.
Et rapprocher les deux nous rappelle fortement que le sujet que nous sommes n'est pas soumis au déterminisme. Ça, c'est a priori. Sauf que quand on regarde de près, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan juridique, on réalise que autant l'homme veut s'affirmer, veut s'autodéterminer, veut se définir à partir de sa conscience, à partir de son principe intelligible, on réalise que dans son milieu social, il y a des lois qu'il doit respecter. Il y a un cadre, a priori, à partir duquel il doit se développer et qui est limitatif. Sur le plan psychologique, on réalise que la dimension de sa compréhension du monde est parfois déterminée par sa culture. Sur le plan neuronal, on voit que sa capacité neuronale définit son pouvoir épistémologique. On se pose donc des questions. Jusqu'à quel point peut-on être libre? La liberté même doit être questionnée si elle est possible. Et sur le plan de l'existence, si la liberté est questionnable, le principe même de l'existence aussi doit être questionnable. Parce qu'on n'existe que dans la mesure où on peut s'affirmer. Dans la mesure où ça vient du latin existere. Ça veut dire qu'il y a une expression d'un être en dehors de soi. Une expulsion de soi vers l'extérieur. Sortir de soi. Alors, cependant, s'il y a déterminisme, nous sommes donc déterminés, donc définis, prédéfinis. Nous ne choisissons pas, nous sommes totalement canalisés et toutes nos actions, même celles que nous estimons être des nôtres, sont en réalité déterminées par une cause extérieure. Ou alors, cette cause peut être sociale, culturelle, scientifique, biologique même. Et à ce niveau-là, on se dit, il faudrait comprendre la question de la liberté et de l'existence en rapport, non pas seulement de la liberté de l'existence, mais en rapport avec notre pouvoir de connaître, de comprendre le milieu dans lequel nous vivons. Et cette fois-là, on reformulerait cette approche autrement entre la liberté et même la science, donc le pouvoir de connaître le monde. Et à ce niveau-là, je reviendrai en disant que sur cette approche scientifique, on aura deux moments. Le moment où le déterminisme s'affirme automatiquement, c'est-à-dire la science classique, et le moment où l'indéterminisme devient une réalité, à partir duquel on comprend le monde, on comprend le sujet et on comprend le monde. Alors, le débat doit donc être précis. Si nous nous appuyons à l'approche déterministe, classique, toute idée de liberté n'est qu'un postulat qui va s'avérer fortement vain. Parce que s'il y a déterminisme, ce n'est pas seulement un déterminisme sur les choses et les objets, mais c'est un déterminisme sur le sujet et sur l'action. Ça veut dire que toute chose a donc une cause. Et William James, en 1897, parlait donc du dilemme, le dilemma of determinism, le dilemme du déterminisme, qui en fait s'implique automatiquement à la fois sur la connaissance que sur la liberté humaine. Alors, certainement, en progressant, nous allons essayer donc d'expliquer quel est l'impact réciproque à la fois entre l'existence, la liberté et même la science, c'est-à-dire le pouvoir de connaître de l'homme. Parce que c'est à partir de ce pouvoir, de cette capacité de compréhension du monde, que l'homme peut affirmer ou pas sa liberté. Professeur Mouchili, est-ce que finalement on peut penser que l'humanité a pour essence de défier les causes? Disons que les deux concepts, existence et liberté, sont deux concepts en intrication qui s'enchevêtrent. Il ne prendrait pas ça comme deux moments qui peuvent manifester le processus de vie de l'humain. Je pense pour ma part
que la liberté est la condition d'existence de l'homme. C'est-à-dire le contexte qui manifeste l'existence de l'homme est la liberté. Parce que pour l'homme, exister, c'est se détacher chaque jour un peu plus de la condition naturelle pour une condition artificiellement établie à partir de la culture. Mais seulement, il faut savoir que c'est un débat qui met en opposition les existentialistes et les matérialistes. Les matérialistes comme André Comte-Sponville pensent que il y a un déterminisme sociologique ou historique qui fait en sorte qu'on croit qu'on est libre et pourtant on ne l'est pas. Parce qu'au fond, nous avons déjà des potentialités que nous exploitons pendant le cours de notre existence. Mais seulement, n'ayant pas pu articuler l'instinct de survie, qui est la première caractéristique de l'homme, parce que quand même un bébé est né, il manifeste un instinct de survie. Il va pleurer, il va demander à manger par ses gestes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Bon, maintenant, quand il est culturalisé, alors il adopte des mécanismes de réflexion en imitant plus tard en anticipant et en se posant comme un être différent des autres êtres. Mais dans les conditions d'élaboration de l'existence, ce qu'on lit de la manifestation de l'homme, c'est la liberté. C'est la liberté. C'est la liberté pourquoi? Parce que l'homme n'existe pas comme le chien. Mais seulement entre matérialistes, historiques ou sociologiques et existentialistes, on pense que c'est nous qui choisissons d'utiliser plutôt des petites souris au lieu d'utiliser les petits bébés en laboratoire comme cobayes. Parce que il n'y a rien d'inscrit en l'homme qui nous propose ou nous impose de faire de lui un être suprême ou sacré, ou alors dont la liberté est inviolable. Bazile a parlé de plusieurs types de liberté en parlant de la liberté négative, qui est le souhait d'avoir une absence de contraintes, et la liberté positive qui s'exprime dans l'état de droit. Bon, mais je vais lui poser aussi une question, s'il pourra me faire la différence entre liberty et freedom. Since both concepts are trying to explain the same thing. Yeah. But, voilà, mais les extensions, maintenant, il faudrait... Bon, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas penser l'existence de l'homme en dehors de la liberté. À partir du moment où ce n'est pas nous qui commandons le sens de notre existence, alors on vit sans exister. Parce que l'animal vit, le chien vit, l'homme vit, mais l'homme vit en existant. Parce qu'il est capable de projets. Comment l'homme vit? Il pense sa vie et vit sa pensée. C'est à ce niveau qu'on pense que l'homme n'est pas un être déterminé par nature. Mais à partir du moment où les matérialistes n'arrivent pas à établir un lien indissociable et scientifiquement explicable entre l'instinct de survie et la possibilité d'inventer, de transformer ou de créer, alors il n'existe plus d'argument permettant à Auguste Comte d'insister sur sa volonté de penser que l'homme serait un être aussi déterminé naturellement. Mais que quand les potentialités s'exploitent, on ne doit pas dire qu'il s'agit de la liberté et que ce n'est qu'une illusion. Pour ma part, je pense comme les existentialistes pour qui l'existence se déploie historiquement comme la réalisation d'un projet, ou alors la tension permanente entre l'être et le devoir-être. Voilà. Et c'est ça que j'appelle l'existence humaine qui consiste en la liberté. Alors, à partir de là, on ne peut plus établir une différence entre existence et liberté. On ne peut plus en faire deux concepts différents parce qu'il s'agit de deux concepts qui s'intriquent. Ces intrications font comme si la liberté était la manifestation en soi de l'existence. Parce qu'on se détache d'une vie qui consiste en la chasse, la pêche et la cueillette pour entrer dans une vie où les artifices deviennent des objets qui constituent des besoins naturels, obligatoires, essentiels. Voyez-vous, je prends tous des exemples même en classe. Qu'est-ce qu'on peut entendre par intimité de l'homme ou de la femme aujourd'hui? Toutes les femmes et tous les hommes vous montrent leur nudité, mais aucune femme et aucun homme ne vous montre sa messagerie. Ça veut dire que c'est sa messagerie qui est aujourd'hui son intimité.
Une femme ne peut pas vous montrer sa messagerie, mais elle peut vous montrer sa nudité. Qu'est-ce qui est intime à partir de là? C'est sa messagerie et non sa nudité. Moi, je pense que dans l'exploitation des artifices que nous créons dans notre civilisation, nous constatons que l'homme s'exprime comme cet être libre qui, sachant ce qu'il est naturellement, devient autre chose que ce qu'il est naturellement. Et ce sont ces artifices qui l'environnent et qui constituent désormais son contexte existentiel, puisque il n'accepte plus de s'environner par l'homme. C'est-à-dire, votre être qui vous environne, c'est-à-dire votre alter ego, est désormais plus le téléphone qu'autrui. Oui, c'est plus le téléphone qu'autrui. Et cela manifeste quoi? Le détachement de soi par rapport à la nature. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la distanciation entre l'homme et la nature devient si marquée que même la vie est menacée. On retourne à des sortes d'écologisme pour défendre les droits de la nature et pour pour recréer notre rapprochement à la nature, pour faire des hommes des êtres environnementaux. Moi, je pense que dans un premier temps, il faudrait comprendre qu'entre existence et liberté, il y a intrication ou enchevêtrement. Tout à l'heure, vous avez évoqué existentialisme et matérialiste, mais l'essentialisme n'est pas ressorti. On va revenir. D'accord. Monsieur Shintoum, the difference between liberty and freedom, you want to answer? Yeah, actually, when you navigate the different dictionaries of philosophy, you understand that the two words are synonymous. Even though we have a school of thought which goes narrow-minded to think that that we should use liberty strictly for political reasons, that liberty should be political, while freedom is broad. Some people think that we should look at liberty as a political orientation of freedom, which is somewhat broad. But most of the authors you will read, you find them writing on political philosophy, they always use freedom and liberty interchangeably. Yeah. Maintenant, je pose ma question. On constate quand même que les concepts de liberté dans le monde anglo-saxon n'est pas toujours, tout comme le concept de droit, n'est pas toujours la même perception au niveau francophone. Est-ce que vous avez réfléchi par rapport à ça? Quelles sont les significations? Est-ce que vous vous retrouvez dans les concepts de liberté et de droit? Please, I don't think liberty and the law, I don't think that there's a very big difference between the conceptions in the maybe the Anglo-Saxon philosophy. A while ago, he cited an English philosopher. I think he cited an English philosopher a while ago to define a concept. William James, yes. To be American philosopher, to define a concept. And when you look at John Locke, for instance, John Locke writes he writes extensively on toleration, liberty, and the rights of the state. You see, I don't think there's a big difference between, the way Anglo-Saxons have written and the Anglo-Saxon philosophers have written and the Franco. Maybe the French. When you read books of maybe the Positive Law of Hume and other French writers, there's no difference when you look at it. It's the same thing because the debate was they influence each other. So I don't think there's an essential difference between the way maybe the writers of the writers who are of English expressions have taken the two concepts and the way the writers of the French expressions have approached the problem. I'm also against this, because if we have to say that the Anglo-Saxons have seen it differently from the Francophones have seen it, so it's like saying that concepts have linguistic colors. Cultural colors, which for me is like the debate again on maybe ethno philosophy, that Africans have their philosophy, the Europeans have their philosophy. In certain circumstances, il peut y avoir une sorte de différenciation. En sciences, en français et en anglais, quand on dit science, l'anglo-saxon entend chemistry, biology, physics, mathematics, mais quand c'est le francophone, philosophie, anthropologie, tout ça est dans la science. Voyez, il y a des extensions que prennent des concepts en fonction des langues. Quand tu dis science à un anglophone, il ne peut pas s'attendre à ce qu'on mette l'anthropologie dedans. Il ne peut pas s'attendre à ce qu'on mette la philosophie dedans. Or, chez le francophone, dès qu'il a fini de faire un discours philosophique, il dit c'était la science. Voyez-vous. Donc, ça peut être différent. Tu n'as qu'à voir que même chez vous, on dit liberty, on dit freedom.
But the content is the same. The content is the same. Maybe the difference at the level of appellation, but the content is the same. Okay. And please, I wanted to say something concerning what Professor Moshili said a while ago, because, okay, when he opposes essentialism and materialism, okay, essentialism. No, I did not talk about essentialism, existentialism, and materialism. Okay. What about essentialism and existentialism? So you are asking question. No, I want to come from there because, okay. Dans l'essentialisme, on a l'impression. Déjà, il faut dire que l'essentialisme découle du pythagorisme. C'est quoi le pythagorisme? Lorsque Pythagore crée le concept de philosophie, il a été un élève en Égypte. Mais je dois dire un mauvais élève. Pourquoi? Parce que il apprend la géométrie en Égypte. Et les géomètres égyptiens font de la géométrie pour être capables de dominer l'espace. Et ils dominent l'espace en construisant des pyramides. Et ceux qui pensent les pyramides et les construisent, on les appelle les amoureux de la sagesse. Voyez-vous? Mais Pythagore fait les études, n'arrive pas au point où il puisse lier les calculs géométriques à la domination de l'espace. Mais il est rentré en Grèce. Il a pensé une géométrie qui devait être une activité spirituelle, c'est-à-dire et non nécessairement applicable dans les faits. Au point où, quand il crée le concept de philosophie et pense à cet amour de la sagesse, on croit que la philosophie doit rester une science essentiellement idéale. C'est-à-dire, les idéalistes, à l'instar de Platon, et même tous ceux tous ces philosophes d'Athènes de cette époque, ils s'inspirent de la position de Pythagore. Voyez-vous? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons des cours d'histoire de la philosophie, on a parfois tendance à négliger le versant ionien qui a pensé que c'est de la science, avec les théories expérimentales, qu'on devrait, que c'est à partir de cette discipline scientifique qu'on devrait comprendre le monde. Or, Pythagore n'a pas fait la même chose. Et tu vois, quand on arrive chez Platon, Platon même n'utilise pas les chiffres. Pourtant, les chiffres existent déjà. Il préfère parler d'unité, de couple d'unité, de double couple d'unité, pour rester dans l'idéal. Au point où un jour, quand il fait le cours de mathématiques, de géométrie, deux de ses étudiants vont résoudre un problème de géométrie en faisant usage des instruments de mesure. Platon était tellement fâché parce que ses étudiants sont venus avec des choses qui relèvent de la génération et de la corruption pour résoudre un problème scientifique. Or, la science doit aboutir à des idées immuables et éternelles. Voyez-vous? Donc, et ça, cela découle de ce que Pythagore, au lieu d'apprendre, parce que si Pythagore avait bien appris la géométrie en Égypte, on aurait des pyramides aujourd'hui en Grèce. Mais comme il n'a pas eu le temps d'assimiler et de savoir comment on passe de l'idée à la réalisation matérielle, la philosophie des pythagoriciens est restée à nous, à penser l'homme dans cette dimension dualiste où il y a une âme qui est la vraie réalité de l'homme. C'est les essentialistes, vous avez parlé d'essentialistes, et qui définit la vraie réalité de l'homme, parce que le corps c'est un tombeau pour cette âme qui va retrouver sa grande liberté quand le corps aura fini par périr. Bon, ceux-là sont essentialistes, et c'est pour cette raison qu'ils ont défini dans cette tradition l'homme comme s'il s'agissait d'un seul individu. L'homme était un animal social. Mais quand on te pose cette proposition logique et qu'arrivé à mon clôture rencontre un fou, tu sais qu'on ne battra jamais campagne auprès des fous. Ça veut dire que la proposition est fausse. Ouais. Parce que l'homme n'est pas un animal social à partir du moment où il y a des malades, il y a des trisomiques. Un trisomique ne peut pas penser être candidat aux élections présidentielles. Encore faut-il qu'il sache que la présidence existe. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas définir tous les hommes comme s'il s'agissait d'un seul individu. Or, c'est ça qui a caractérisé la philosophie idéaliste dans la Grèce antique. Et on voit bien l'influence aujourd'hui. On pense le monde par les généralités. Please, I wanted to get the question then before I give my position concerning the issue. Yes, when Prof has spoken and also listened to what Dr. Nji said, when he said maybe causality, that we can overcome causality,
But I think the problem should not be at the level of maybe choosing between causality and freedom or determinism and freedom. I think the question should be, we can focus at the level of asking ourselves whether freedom is really possible. And when we ask whether freedom is really possible, we ask whether man is free. Is man free absolutely or relatively? Is man free? Because even if we say, okay, we don't want to believe in fatalism, where there is an exterior maybe being who determines our actions, but we are always sometimes in life influenced by situations which are under our will. If we take, for instance, the case of emotions, passions, someone who is acting out of emotions and passions, passions influence easy to become, maybe anger, for instance. Anger is a force which is beyond your will, but which determines your action. In that case, we cannot absolutely say that we can celebrate the victory of man over determinism. You cannot say it's just like that because non, bon, je suis francophone. Tu ne peux pas dire que l'énervement est nécessairement elle est une manifestation contre sa propre volonté. On peut dominer, on peut arriver à être déçu de l'émotivité et faire en sorte que des circonstances, même les plus graves, nous laissent indifférents. Tout dépend du niveau de culture de chacun et de la perception même de la vie. Si chaque fois que le chien aboie, ta caravane n'arrive plus à avancer, tu ne peux pas être un être humain. Voyez-vous. Bon, mais dans la liberté, c'est quoi? C'est dominer tout ce qui relève du déterminisme et de la causalité pour être soi-même inventeur de sa propre civilisation. Il faut peut-être préciser ou bien rajouter que la liberté n'est pas seulement fonction de la relation qu'on a avec l'extérieur, mais il y a une liberté qu'on a par rapport à soi-même. Il y a une liberté intérieure, la capacité à pouvoir s'élever par rapport à ce que l'existence nous impose ou nous propose. Docteur Ndi, je voulais arriver à vous et vous poser la question de savoir, est-ce que la condition sociale n'est pas déterminante pour la liberté? Oui. Je vais revenir à ce que le professeur a dit. C'est bien de remonter l'histoire, revenir aux anciens pour comprendre pourquoi nous avons l'impression, nous avons l'impression, avec l'inquiétude de Basile, nous avons l'impression que la liberté n'est pas possible ou bien n'est qu'une hypothèse. Puisque pendant longtemps, nous avons été dominés par la logique selon laquelle il y a un déterminisme absolu qui peut être Dieu ou la nature ou la société que vous venez d'évoquer. Quand vous prenez les auteurs, en fait, les penseurs, les stoïciens particulièrement, ils étaient ambigus. Ils ont posé à la fois une philosophie purement métaphysique, mais aussi avec des idées purement physiques. Et cela a rendu leur pensée assez ambiguë. Quand on va sur le plan métaphysique, ils vont vous parler de la loi naturelle de la nécessité. Mais si on revient, ils étaient les pionniers même de la science moderne. Parce que quand on revient sur le plan physique, ils admettent qu'il n'y a pas d'ordre, mais il y a le désordre. Et s'il y a le désordre, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les lois absolues de la nécessité. La nécessité suppose qu'on ne peut pas faire autrement. S'il y a le désordre, ça veut dire qu'on peut faire autrement. On peut mettre de l'ordre. Oui. Alors, on revient. Même Emmanuel Kant a eu ce même dilemme. Emmanuel Kant pense que toute cause, toute action est déterminée par des lois des causes. Mais il pense quand même, il postule que la liberté est possible sur le plan éthique, dans la mesure où c'est lié à notre intelligibilité. Et nous pouvons donc faire ce qui est bon, sans toutefois faire ce qui dépend de l'ordre social. Pour revenir à votre question. Nous évoluons, mais avant lui-même, Thomas Hobbes aussi pensait la même chose, pour revenir à sa préoccupation tout à l'heure. Et cela a influencé non seulement le monde de la philosophie, mais aussi le monde juridique et le monde politique et même le monde scientifique. Alors, vous allez vous retrouver avec les positivistes. Les positivistes vont vous dire que non, la vérité vient tout simplement de la vérification des faits. Mais la conséquence sur le plan de la liberté, c'est que on doit se plier à l'ordre extérieur. Or,
l'erreur que seul Edmond Husserl avait perçue dans cette démarche, c'est que la perception de l'ordre extérieur que nous avons, en fait, est la construction de notre image, notre propre image. C'est nous qui définissons l'ordre extérieur. Souvent, nous croyons que comme je vois cette tasse ici, ça veut dire que cette tasse est indépendamment de l'ordre mental de moi qui observe cette tasse. Alors que non. Si je détruis mon ordre mental, il n'y a plus de tasse. La tasse n'est plus. Voilà. Précisons aussi que l'ordre mental est modifiable aussi. Non, suivez un peu. Oui. Quand je parle de l'ordre mental, j'essaie de diluer le discours pour que tous les spectateurs nous comprennent. Oui. Je parle ici justement du système neuronal de l'homme. Parce qu'on peut croire le mental comme quelqu'un qui est en difficulté, là, il a des problèmes. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Je veux dire la configuration cérébrale que nous avons. C'est ça qui détermine la perception extérieure. Alors, à ce niveau donc, si nous voulons parler de liberté, les lois, je ramène donc les lois dans le cadre des objets extérieurs. Les lois sont des constructions humaines. Et c'est là où, revenons un peu à la philosophie française, quand Jean-Jacques Rousseau dit que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, le sous-entendu, c'est que la loi s'impute à nous. Mais non, la loi ne s'impute pas à nous. C'est parce que nous sommes naturellement libres que nous admettons qu'il y ait des lois. Ça veut dire que c'est moi, le sujet, quand je dis moi, c'est le sujet qui détermine l'ordre légal et juridique auquel il va se soumettre. De ce fait, l'ordre légal et juridique social, comme vous l'avez évoqué, est le produit du soi. Je ne suis donc pas dépendant, il est dépendant de moi. Et dans ce sens-là, ma liberté est donc non pas une soumission à cet ordre, mais ma capacité à appréhender cet ordre dans son contexte réel et l'objectiver pour mon besoin. On comprend donc que normalement, on ne peut pas, je reviens à l'approche du professeur tout à l'heure, on ne peut pas imaginer un humain, un sujet, un homme qui ne soit pas libre. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'enfermer physiquement ou le mettre en prison ou ça ne veut pas aussi dire qu'il ne peut pas subir des interdits. Ce n'est pas cela, parce que les gens prennent ces images pour dire oh, voilà, il est interdit de me balader tout nu dans ce stade, oh, je ne suis pas libre. Mais non, ce n'est pas cela. C'est que c'est la configuration de la conscience qui a voulu que quand nous sommes en public comme ça, je ne puisse pas me divertir. Donc c'est une création de moi. Ça devient donc une liberté. Puisque en dehors de vous ici, je peux le faire. Donc c'est pour dire quoi, dans le fond? Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas défaire tout cela de notre capacité à comprendre le monde. Parce que des auteurs, même sur le plan de la physique, ont été influencés par cette approche, ce que Husserl appelle l'illusion transcendantale. Ils ont été influencés par cette approche-là. Quand vous lisez Tri Chuan Chuan, c'est le nom, lui aussi, il admet, il admet que malgré les lois de la physique qui gouvernent le monde, l'homme qui est aussi un élément de la physique est donc gouverné par ces lois. Donc on donne l'impression que ces lois sont extérieures et que la conscience ne fait que les découvrir. Même Stephen Hawking a été influencé par Albert Einstein, a été influencé par cela. Ouais, donc même les intellectuels de la science et tout cela ont tendance à se laisser entraîner par l'idée selon laquelle il y a un déterminisme absolu et que notre liberté est juste un effort de se donner bonne conscience. Moi, je pense que peut-être vous n'avez pas bien compris. J'ai parlé des matérialistes sociologiques et historiques à l'instar d'Auguste d'André Comte-Sponville, qui n'est pas mon opinion. Je dis bien, dans le débat, il y a des gens comme André Comte-Sponville qui pensent qu'il est impossible de penser que l'homme est libre parce qu'il a décidé d'être libre. Il existe pour lui, selon lui, des déterminants naturels, sociologiques et historiques qui le contraignent
à vivre d'une certaine manière. Et au premier abord, il pense qu'il est libre. Et j'ai dit par la suite que pendant aussi longtemps que André Consponville ne sera pas capable d'articuler le principe de réalisation de la conscience à l'instinct de survie de façon nécessaire, alors il ne sera pas toujours en droit de dire que l'homme ne vit qu'une liberté illusoire. Il était en train d'expliquer des positions qui s'opposent entre matérialistes et existentialistes. Il disait que comme André Consponville est incapable d'expliquer une relation nécessaire entre instinct de survie et naissance de la conscience, on ne peut pas penser avec lui que la liberté n'est qu'une illusion. J'étais en train d'expliquer le principe d'intrication entre existence et liberté. Et j'ai dit que la liberté est la manifestation de l'existence humaine. À partir du moment où j'ai dit ça, ça signifie que je ne peux pas avoir dit que l'homme n'a qu'une illusion de liberté. Et plus loin, vous avez parlé du désordre et de l'ordre. Il y a le principe, l'entropie avec eux, qui signifie ce désordre. C'est-à-dire, doit-on parler de la croissance ou de la décroissance de l'entropie? Il y en a qui ont pensé que les choses allaient dans le temps et dans l'espace en s'ordonnant. Mais quand vous lisez la physique des systèmes complexes avec Giorgio Parisi, il y a la nature, la Terre, le globe terrestre qui est en train de s'auto-dégrader du fait des collisions qui existent entre les éléments subatomiques qui constituent les atomes qui sont la structure de ce globe terrestre. Et il y a une sorte de dégradation de la planète, effectivement de la planète Terre. C'est-à-dire que l'entropie n'est pas finie. J'ai mon étudiant qui travaille sur la décroissance de l'entropie. Il dit que si on prend des contextes précis à une échelle réduite, on verra que l'entropie décroît. Donc on va vers une harmonie qui précise que les chrétiens ont raison, et les prêtres, de penser que tout avait été écrit. Bon, maintenant, il a dit, on pouvait encore en faire un débat avant 2021, mais depuis le 5 octobre 2021, avec le prix Nobel de la physique accordé à Giorgio Parisi, parmi les 3 qui ont reçu ce prix Nobel, il est impensable qu'on continue à croire à la décroissance de l'entropie, c'est-à-dire à la décroissance du désordre. Il y aura toujours un principe de désordre. Et même, en 1916, 11 février précisément, Albert Einstein dit, pour qu'il accepte que Dieu ne joue pas au dé, il faudrait nécessairement qu'en dehors de notre univers existent d'autres éléments qui, en expansion, influencent, dont les mouvements influencent les éléments constitutifs de notre planète. Le 11 février 2016, on a réalisé que, effectivement, il existe en dehors de notre planète des éléments dont les mouvements influencent la stabilité de la Terre, de notre voie lactée même en général. Oui, oui. Et si on réveillait Albert Einstein de son sommeil depuis 1955 quand il est décédé, lui-même dirait désormais que Dieu joue au dé. Parce qu'il disait que si on lui prouve cela, il acceptera que Dieu joue au dé. Donc ça veut dire que s'il revenait, il constaterait qu'il nous avait trompés. Parce qu'il croyait tellement en l'harmonie du système d'existence. Parce que on dit souvent que sa façon de penser Dieu n'est pas religieuse, mais il faut savoir qu'il était trop juif. Oui, pour qu'on dise qu'il ne pensait pas comme on pense chez les gens qui croient au Dieu d'Abraham. Ce qu'il faut dire, c'est que la liberté de l'homme s'exerce dans un contexte planétaire où il faut à la fois penser le ralentissement de la dégradation de la Terre et penser la fondation d'un artifice d'existence qui tient compte de la nécessité de la pérennité, peut-être de la végétation ou de la diversité naturelle. Cette diversité peut ne pas être absolument naturelle parce que nous avons inventé des OGM et à partir de ces OGM, on peut avoir une végétation qui résiste davantage
aux climats les plus arides par rapport à la végétation naturelle. La question maintenant c'est, si nous voulons être vraiment libres, doit-on faire en sorte que la forêt de l'Amazonie et le bassin du Congo deviennent des patrimoines de l'humanité, ou alors penser un autre système de végétation à partir des OGM et revêtir des espaces qui sont aujourd'hui en train de devenir désertiques. Voyez-vous? Qu'est-ce que la liberté en ce moment-là? Maintenir la loi naturelle à partir de l'organisation des COP, Conference of the Parties, qu'organisent ces derniers temps les États, pour dire Amérique, stopper la production de charbon. La Chine, c'est trop. Le Cameroun, comme vous n'avez pas commencé à produire du charbon, ne coupez pas la forêt alors qu'on n'a pas de chaises à la maison. Il faut bien qu'on coupe la forêt pour avoir les meubles. Voyez-vous? Bon, parce que c'est le politique et le journaliste qui pensent plus le monde sans écouter le scientifique, qui est presque mis à l'écart. Et on pense que le monde va bientôt tomber. Il y a même des chanteurs qui, dans leurs chansons, disent que le ciel est déjà tombé sur leur tête. Je ne sais pas si le ciel peut tomber sur la tête et tu continues à vivre. Tout ça m'amène à poser la question. Je reviens à l'automne. Notre perception cérébrale de l'existence est-elle définitive? Parce que tout porte à croire que notre regard sur le monde extérieur nous impose un ordre ou un désordre, soit. Mais maintenant, à l'intérieur de nous, il y a un autre développement qui se passe et qui peut soit s'adapter, soit venir changer l'ordre extérieur. Je crois que vous comprenez un peu le sens de ma préoccupation. Oui, il faudrait noter que le cerveau est en perpétuelle adaptation. Oui. Donc, notre perception cérébrale n'est pas limitée. On peut voir cela quand on est habitué à un espace ou à une culture, mais le cerveau s'enrichit de façon perpétuelle, en fait, tant qu'on est en vie. Alors maintenant, par rapport à la liberté, moi je dirais que, comme le professeur l'a dit, le Tri Chuan Chuan dont on parlait tout à l'heure, il avait justement publié un ouvrage sur le chaos et l'harmonie. C'est un philosophe de quelle nationalité? Vietnamien, français, américain. Américain. Mais il est d'origine vietnamienne. Ouais. Donc, justement, il aborde cette approche-là. Si nous sommes dans la logique du chaos, nous allons donc dire que l'homme est libre. Le professeur peut-être ne m'a pas compris. Moi, justement, j'allais dans ce sens. Et voilà. Donc, nous estimons, au fait, personnellement, j'estime que l'homme est libre malgré les différents déterminismes a priori. Donc, ça veut dire qu'on pense fortement qu'il y a le déterminisme. On ne le nie pas. C'est là. Il y a des lois que si je saute là maintenant, je vais retomber. Donc, il y a déjà ce principe physique-là qui va me ramener sur Terre. Il y a cela. Mais je peux aussi propulser un objet qui va aller très loin dans le confin du ciel, comme comment on appelle ça, des satellites et bien d'autres télescopes qu'on envoie dans l'espace, qui défient parfois des lois de la physique. Donc, les navettes spatiales. Et autres, voilà. Donc, c'est dans ce sens que je dis, il y a la liberté, mais cette liberté est fonction de notre culture intellectuelle, de notre culture, notre capacité à maîtriser l'univers, à comprendre d'abord cet univers et à le maîtriser. C'est certainement ce que le professeur disait, qu'au lieu de se contenter d'établir des lois figées, on doit plutôt réfléchir comment on peut produire à partir de nous-mêmes pour enrichir notre univers et se mettre à l'abri de certaines difficultés. Il faut faire confiance à l'homme. Même les lois, parce que le politique... Attendez, je vous en prie. Vous avez dit tout à l'heure, la tasse n'a de signification qu'en fonction de mon regard, c'est vrai. Mais il faut aussi savoir qu'en science, il y a ce qu'on appelle le réalisme scientifique. Oui. Est-ce que la tasse, si continue à exister, qu'elle ne soit plus en train de la voir? Si c'est oui, alors il y a des principes naturels qui existent et peuvent être identifiés sans nous et malgré nous. Est-ce que quand vous vous tournez pour regarder ailleurs, la tasse là continue à exister? C'est vrai que c'est vous qui donnez la signification à cette tasse. Oui. Bon, maintenant, quand vous ne voyez pas la tasse, quand on n'était pas ici dans cette maison, est-ce que la maison là existait pendant qu'on n'était pas là? Ou bien c'est quand nous sommes arrivés ici que la maison là ici a commencé à exister?
Oui, lorsque je parle de la perception extérieure, je veux dire que c'est ce que l'homme perçoit, pas un sujet unique. Ce n'est pas un sujet unique, mais, permettez un peu, ce n'est pas un sujet unique. Parce que justement, il y a ce débat-là, l'idéalisme subjectif, l'idéalisme objectif. Oui, on peut croire que c'est moi qui définis, ou bien je veux définir la tasse en fonction du sujet, et qu'il est en dehors du sujet. Mais il faudrait alors remonter plus loin. Qui conçoit la tasse avant de mettre cette tasse hors de nous? C'est un produit de l'expérience subjective. Dans la philosophie du langage, il y a deux concepts phares qui arrivent. C'est-à-dire le principe de préexistence et celui de préinsistance. S'il n'existait rien, on ne pourra rien dire. Parce que nous parlons pour nommer. Mais à partir du moment où des choses existent, ces choses préexistent au langage. Mais il faut bien que le langage préexiste. C'est-à-dire la parole préexiste au langage parce que on a la capacité de parler. Mais on ne peut rien dire s'il n'y a rien. S'il n'y a rien, s'il n'y a que le néant. C'est peut-être parce qu'on ne voit rien. Peut-être parce que notre perception subjective nous empêche, nous limite, et nous ne pouvons pas voir. Il y a des choses que... Prenons le cas, prenons la philo. Vous pouvez donner un sujet aux étudiants. Monsieur Chintoum voit le problème et un autre ne voit pas. Donc, la capacité subjective. C'est pour ça que je pose la question tout à l'heure. Et dans la réponse que le docteur Ndi a donnée tout à l'heure, il dit le cerveau s'adapte. Ma question reste, est-ce que le cerveau peut anticiper? Est-ce que le cerveau ne fait que s'adapter? Bergson l'a dit, l'homme est une improvisation créatrice. Ça veut dire que le cerveau invente, le cerveau crée. Il ne s'adapte pas seulement. C'est le cerveau de l'éléphant qui s'adapte. C'est pourquoi il y a de l'imagination. Oui. Voilà. Donc, c'est là. Donc, je dirais que Wittgenstein, justement, montre que c'est le langage n'exprime que la réalité. Mais on va se poser des questions. Je peux avoir l'illusion de quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Oui, mais par exemple, quand nous tous ici, autour de la table, positiviste, ami du cercle de Vienne, et un deuxième Wittgenstein qui admet l'imagination, dont la métaphysique, l'éthique et l'esthétique. Il s'était converti. C'est justement vers là que je vais. Je prenais un exemple simple. Nous tous ici, si on dit maintenant le Njunju, dans notre tradition, nous savons ce que c'est. Oui. Mais est-ce qu'il y a vraiment un Njunju? Mais chacun va concevoir le Njunju en fonction de ses peurs. C'est là. Donc, nous fabriquons des êtres qui ne sont pas forcément des êtres naturels qui sont hors de nous. Donc, le cerveau, comme le professeur le disait tout à l'heure, est en mesure d'anticiper, d'innover, d'inventer des éléments qui ne sont pas forcément dans l'ordre naturel et qui peut même les produire, donc les mettre hors de soi. Yes, please, I have two reactions to make towards the views of Dr. Ndi. What I don't seem to understand is why he is refusing to admit that that it is determinism. He calls it a priori. And then when he calls it a priori, he goes again to tell us that il y a la liberté, malgré le déterminisme. Il y a la liberté. I'll ask, is liberty a property to be acquired? Is it a property somewhere? Is it an essence? Is it a substance to be acquired? Or it is an activity? I think it is an activity and not a substance that il y a la liberté. When you say there is liberty, I say liberty is a substance somewhere that people have to work to acquire. If we are talking about the context of what exists today, I'm coming back to the point you made, that so far as we are the ones who give the representation or the meaning to whatever thing that exists out of us, that we are free, and you took the case of the law, and then basing your arguments on the view of Rousseau, who says if man is not free, he should be obliged to respect the law. If man does not want to respect the law, he should be obliged to respect the law because he is the one who produces the law. Now, if we come to and then from there you also say if someone is even in prison, that person in prison, even is working in prison, he is still free. My question, not my question, my worry is at this level. When you look at man as an individual, it is a collective man
it's a collective individual. If we circumscribe this within the context of the state, where in the state we make laws, and if we take, for instance, the ambient system in the world today, which is liberal democracy, partisan democracy, where we have to vote for laws. The question now is, when we say the laws are a reflection that we are the ones who make the law, and therefore we are free, and then my question now is, the laws that are made, do those laws always reflect the interests of the people? And those who make the law, do they have the capacity to represent the aspirations of people? If they have the capacity, then why do we have maybe political crisis in the world today? Why do we have injustice in the world today? If we have injustice in the world, it's simply because, or people make laws sometimes to satisfy their interests, okay? And if people make laws to satisfy their interests, then we are not, then the laws are therefore respecting the law does not in any way translate freedom. So what I want to say is that I think we are not denying that freedom exists. Freedom exists as a concept. But in practice, it is restricted freedom because it is the kind of freedom which is conditioned, a conditioned freedom, not an absolute freedom in practice. Because if we say, okay, there is freedom which exists and man has to go towards it, it is like trying to construct the utopia that most philosophers are contemplating in the use of philosophy, which may not have any link with the actual reality we are talking about today. That's the point I wanted to make. Ok. On peut parler de la liberté comme une substance en soi, un peu comme Descartes dit qu'il existe en l'homme une substance dont l'existence ne dépend d'aucune autre chose. You hear what he said? He said there is freedom. Attends, j'ai bien suivi. Tu es en train de te demander si, étant en prison, on doit continuer à penser la liberté. Ça veut dire, il est bien parti de Rousseau en disant ceci. Pour Rousseau, lorsque nous obéissons à la loi que nous nous sommes établis, ça veut dire qu'on est libre. Ça veut dire que dès que tu n'as pas obéi, tu n'es plus libre. C'est pour ça que tu es en prison. Il n'y a pas de liberté en prison. Logiquement, tu assumes. Do we always establish the laws? Est-ce qu'on établit les lois? No, les laws peuvent. Do laws always represent? Because the question now is that the law is a product of the will, of my will. If you make a law, for instance, which is based on your sensibility, the law satisfies you. That law does not in any way reflect my will. Non, il y a des lois. And I don't have to respect the law. Il y a des lois qu'on s'impose, mais qui dérivent de la coutume. Il faut voir la constitution de l'Angleterre, par exemple. C'est un petit texte, mais là, c'est le vécu quotidien des Anglais dépend plus de la coutume que des lois inscrites dans un texte. Parce qu'ils ont pris des habitudes pour des façons de vivre. Si tu ne respectes pas cette façon de vivre, on peut te condamner. Voyez-vous? Ça signifie que le principe d'exercice de la liberté va à l'encontre de la liberté négative dont tu as parlé dès l'entame de tes propos. Parce que la liberté négative consiste à ce qu'il n'y ait aucune restriction. Or, à partir du moment où il y a autrui à côté de toi, tu ne peux plus penser une liberté sans restriction. Sinon, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriété. C'est toi qui as parlé de John Locke. John Locke dit quoi? Qu'à partir du moment où il n'existe pas de loi forte, la propriété de chacun est menacée. Imaginons un seul instant, si on s'appuie même sur Hobbes, qui pense les vertus de l'état de nature. Pour lui, les vertus de l'état de nature, c'est la fraude, la ruse, la force. Si on dit à un moment donné que dans ce monde, il n'existera plus de loi, pendant même seulement 45 minutes, toi, tu penses que toutes les filles qui t'ont dit non là vont respecter. Donc, that's a bad example. Non, c'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on poursuive notre débat sur la place de l'intersubjectivité. Parce qu'il a ramené, la question était typiquement scientifique au départ, il a ramené ça à la question politique et sociale. Quelle place pour l'intersubjectivité dans la réalisation de la liberté? Oui, là maintenant, il y a un rapport entre moi et l'autre, entre moi et autrui. Ce n'est plus une liberté individuelle, ce n'est pas une conception particulière. Et je crois que le professeur, en lui donnant des explications, a même déjà imprégné dans ce sens-là. Je ne peux plus supposer être libre indépendamment du contexte, du milieu de vie que je partage avec l'autre. Et là maintenant, on a donc besoin des normes qui vont définir la sécurité permanente entre moi et autrui.
ces lois qui vont préserver nos biens, notre propriété, comme le disait le professeur tout à l'heure. Et là maintenant, c'est un consensus. Voyez un peu, il s'agit d'un consensus. Voyez, quand on parle du consensus, il n'est plus question d'une opinion. Il n'est plus question d'une sensation. Parce que Paul Ricoeur lui parlait de sensation, vie, la liberté. Il n'est plus question d'une sensation. Il est question maintenant de respecter l'ordre dans lequel je suis. Et cet ordre ces normes peuvent changer d'un milieu à un autre. Et je dois donc, même à ce moment-là, actualiser en permanence pour que je puisse vivre en convenance avec cet ordre. Peut-être ça se rapproche, quand il parle de déterminisme, peut-être ça se rapproche de l'idée de Spinoza, où il dit que la liberté, c'est la connivence avec le déterminisme. J'ai admis ce mot-là, connivence. Vous voyez que derrière cette idée, il y a une sorte de comment il peut dire, un renoncement. Il y a l'idée de renoncement à ma liberté que je peux produire qui n'est pas forcément conforme à l'ordre établi. Donc l'opinion que je peux avoir. Je garde donc cette fois-là mon opinion, mes désirs, peut-être le type d'action que je voulais poser. Et c'est là qu'il y a l'ordre éthique. On rejoint donc Kant. Il y a l'ordre éthique qui va me permettre d'agir suivant un contexte précis ou bien vis-à-vis d'autrui. En essayant de faire peut-être sur le plan moral un bien ou éviter de faire un mal. Là, c'est autre chose. Mais maintenant, nous allons aussi comprendre que sur le plan universel, on peut postuler à une sorte de conscience universelle qui voudrait par exemple qu'on préserve la vie. Vous voyez, il y a des limites. Quand on dit un humain, qu'il soit britannique ou camerounais ou ceci, ne devrait pas quand même être victime de discrimination, voilà. De la littérature. Un peu cela. Donc, vous avez vu le poste du professeur Ebézin, je vous laisse cette semaine, qui décriait justement la volonté de certains de réclamer réparation des crimes faits aux Africains, aux Noirs. Et justement, il montre qu'il y a un problème de dignité à réclamer cela. Vous voyez que là, maintenant, nous sommes dans l'ordre éthique. Et là, c'est un peu transcendantal. Là, c'est autre chose. Mais au départ, nous étions en train de parler du sujet, de l'homme. Vous voyez un peu. Mais l'homme, après, on passe à la société, l'accord avec les autres. On parle à la dimension étatique et même internationale. Il y aura forcément des cadres, je dis a priori, parce que ça peut se modifier. Hein, ça peut, ce n'est pas, même au niveau de la loi, les lois ne sont pas éternelles. Les lois sont modifiables. Si vous étiez en Afrique, vous pouvez me dire, en Afrique du Sud, dans les années 80, on était dans un déterminisme, n'est-ce pas, qui excluait les droits aux Noirs. Fallait-il se plier à cela à jamais? Vous voyez donc, on peut penser un nouveau ordre. On peut lutter ou bien briser un ordre préétabli et faire naître un monde nouveau ou bien des idées nouvelles. Je ne sais pas si vous voyez maintenant dans quel sens. Voilà. Et si on se plie au déterminisme absolu, on ne changerait donc plus l'ordre du monde. On reviendrait à l'idée de Descartes. Mieux vaut changer ses désirs que de changer l'ordre du monde et on en reste là. On laisse l'apartheid, on laisse la ségrégation, on laisse tous les autres devoirs parce qu'il y a une loi autoritaire qui nous en empêche. Vous comprenez? Donc, c'est le sujet, qu'il soit individuel, qu'il soit social, peut apporter des modifications et des reconfigurations qui pourront permettre à sa liberté de s'étendre. Professeur Mouchili, est-ce que la liberté est fonction de notre expérience de la réalité? Justement, il n'y a pas une liberté a priori. La liberté, parce que ma liberté est d'abord fonction de ma capacité d'apprivoiser l'espace dans lequel je vis. Ça veut dire qu'il faudrait être capable de savoir si on veut vivre dans un cadre restreint ou alors s'établir comme un être qui dépend du cosmos tout entier. Ça veut dire que en fonction de notre détermination à cultiver notre ouverture au monde, on étend sa liberté. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser que la liberté est déjà donnée parce qu'on y pense. Encore faut-il la réaliser. Et on réalise cela en augmentant
les occasions de bien vivre. Parce que quand on vit bien, on vit nécessairement longtemps. Voyez-vous? Pour celui qui pense qu'il est libre de s'enfermer dans une structure naturelle, originelle, et en ne s'ouvrant pas aux nouvelles données de l'existence, quand on va lui dire que dans son pays, l'espérance de vie n'est que de 45 ans, il aura, parce que la liberté aussi, la capacité d'arrêter cette liberté à partir du suicide. On est tellement libre qu'on croit qu'on est libre de se suicider, donc d'arrêter le processus continuel de la liberté. Voyez-vous? C'est pour cette raison que vous verrez un pays qui, voulant vivre sa liberté pendant le plus longtemps possible, va reculer l'espérance de vie jusqu'à 90 ans. Et un autre pays dont le fonctionnement vers l'octroi de plus de civilisation est tel que, parce qu'on stagne, l'espérance de vie est à 40 ans, qui est plus libre que l'autre. C'est vrai qu'il n'existe pas d'instrument de mesure de la longueur de la liberté de chacun. Mais on sait que celui qui n'est pas sûr de manger tout le temps, pour espérer vivre longtemps, pleure tous les jours. Cependant, celui qui a développé sa société se pose au monde comme donateur. Celui-là qui vient vous sauver de votre misère continuelle. C'est-à-dire, on dit, nous allons demander à telle banque de nous octroyer un tel montant de crédit pour qu'on puisse payer le salaire sur 4 mois. Voyez-vous? Là-bas, on est dans un pays qui n'est pas sûr de continuer à payer les salaires. Parce que celui qui doit te donner, s'il refuse, tu ne vas pas payer. Et il y aura soulèvement social. Donc, quand un pays a déjà réussi à stabiliser un niveau de vie permanent, même si ce n'est pas le plus exemplaire possible, il faut déjà louer la volonté qu'a ce pays de maintenir une sorte de stabilité et de bien vouloir à un moment fonder les bases pour un développement. Nous sommes dans des pays qui veulent penser l'émergence. Et pour moi, j'entends par émergence réunir toutes les conditions de possibilités permettant de commencer le développement. Parce que on pense les projets structurants. Ces projets structurent quoi? C'est-à-dire les bases sur lesquelles doivent être fondés le processus d'industrialisation, par exemple. Parce que sans ces projets structurants, le pays ne peut pas se penser à long terme ou à moyen terme. On ne peut se penser qu'à court terme. Mais puisqu'il faut qu'un pays existe continuellement, on pense des projets qui vont structurer le développement continu. Donc, oui, et c'est en ce moment-là qu'on peut se projeter économiquement comme des pays qui vont favoriser l'expansion ou alors l'émergence d'un épanouissement réel. Donc, et ce processus est généralement un processus à long terme. Mais l'homme peut être impatient. Mais est-ce que l'impatient ou bien l'impatience d'avoir est l'expression d'une plus grande liberté que la patience d'être? Parce que nous sommes dans une société où chacun veut être riche le plus tôt possible. Ça, c'est l'impatience d'avoir. Or, il y a une culture qui permet de s'envisager comme futur riche en fonction du travail qu'on fait étape par étape. Ça, c'est la patience d'être. Mais quand l'impatience d'avoir passe avant, devient une passion par rapport à la patience d'être, et les concepts comme Femania vont être créés dans certains pays. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que la liberté n'est pas nécessairement une course vers un épanouissement éphémère. C'est aussi une marche patiente, étape par étape, vers le stade qu'on va appeler celui du développement. Voyez-vous, nous sommes dans des nations qui n'ont pas 100 ans d'existence en tant que pays libres. Et ceux qui généralement nous ont colonisés ont eu des siècles de travail avant nous. Donc on ne peut pas se placer sur le même piédestal pour mesurer les niveaux de liberté. On ne peut pas. C'est vrai que peut-être parfois dans certains pays, il y a des erreurs qui font qu'on croit qu'on peut avoir refusé le développement. Mais seulement, il y a les ruses de la raison. C'est-à-dire, il faut toujours savoir que, même quand vous lisez la construction
des sciences chez Kuhn, à un moment de l'histoire, deux sociétés savantes peuvent s'opposer sur la même réalité parce qu'une société essaye de penser que le paradigme en vigueur n'est plus praticable parce qu'on a inventé une approche méthodologique qui permet de changer de paradigme. Mais une société savante reste arc-boutée sur l'ancienne perception alors que l'autre veut avancer. Et d'où le principe d'incommensurabilité, comme le dit Thomas Kuhn. Incommensurabilité parce que on ne sait plus s'il faut, en ce moment-là, créer une démocratie dans le système de savoir et dire votons, celui qui aura le plus grand nombre d'adhérents ou d'adhésions est celui-là qui aura dit la vérité. Et si la science entre dans le système démocratique, la science va chuter. La science est essentiellement élitiste. Vous pouvez être le seul dans un pays à savoir que 1 donne 2. Ce n'est pas parce que la majorité pense que c'est 3 que la majorité a raison. Il n'y a pas de majorité dans l'expression de la vérité ou bien l'expression de ce qui est crédible scientifiquement. Mais il y a plutôt l'argumentation, la capacité de prouver que ce qu'on dit est vrai qui compte. Or, ce n'est pas ça en démocratie. Voyez, il y a des stades de gestion de la liberté. Selon qu'on a en démocratie, en politique ou en science, en politique, c'est celui qui requiert la majorité des voix qui a raison. Et c'est pour cette raison qu'en politique, la raison du plus fort, c'est la raison de la majorité. Et c'est toujours la raison la meilleure. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Pas nécessairement parce qu'on va utiliser sa force pour aviler les autres, pour les diaboliser. Mais davantage parce que l'idéologie politique qui a eu une plus grande adhésion est celle qui sied le plus aux besoins de développement d'une société à un moment donné de l'histoire. Mais en science, ce n'est pas la même chose. En science, c'est la construction logique des arguments et des paradigmes qui détermine la crédibilité d'une réponse en science. C'est pour cette raison que, étant donné que l'homme est capable d'erreur, étant donné que les instruments que nous utilisons en science ne sont pas parfaits, et étant donné que la vérité scientifique dépend de la position du chercheur, on ne peut pas donner une réponse absolue. C'est pour cette raison que les vérités scientifiques s'expriment en valeur relative. Pas parce que ce n'est pas crédible, pas parce que la science veut donner lieu au postmodernisme comme les autres l'ont pensé, ont pensé une saison de postmodernité et vouloir en faire un moment vécu. Non. Même pas parce que les sophistes ont existé pendant l'Antiquité, c'est même pas pour ça. C'est juste parce qu'au début des années 50, il y a un ensemble d'auteurs philosophes qui n'ont pas compris le principe de relativité, qu'ils ont dilué dans le concept de relativisme. On a pensé que la science n'étant plus exacte, alors elle est entrée dans la postmodernité. Nous nous y engouffrons aussi. Or, la science était tout simplement en train de dire, parce qu'on a découvert les phénomènes infiniment petits, qui ne se livrent pas à nous tels qu'ils existent dans leur état initial, on ne peut plus penser une science exacte. Mais est-ce qu'on est revenu à la science? L'autre jour, dans une autre émission dans cette maison, nous avons dit qu'on a désamiantisé beaucoup de bâtiments aux États-Unis et en France parce qu'un journaliste très populaire avait dit que l'amiante est cancérigène. Et on se dit, comme les maisons sont dotées de produits qui contiennent de l'amiante, il faut les détruire tous. Avant de constater que pendant les destructions, les grabats qui sortaient de ces bâtiments, sur 1 mètre cube de grabat, on ne rencontrait que 0,0003 mg d'amiante. Donc on a perdu de l'argent à casser, on a perdu de l'argent à reconstruire, parce qu'on a plus écouté le journaliste, les politiques, que les scientifiques. Monsieur Chintoum, est-ce qu'il n'y a pas des a priori de la liberté finalement? Si on dit par exemple, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas... Est-ce qu'il n'y a pas des limites de la liberté? Yes. What I want to say is that in practice, liberty or freedom is somewhat restricted. It's restricted because if we have to take the case of, let us take at the individual level. The individual level, for instance, we were talking of the individual freedom. The question is this. I still come back to the question of when we say, okay,
when we say, okay, it is possible for man to have a mastery over himself, that is the individual level, the passions and emotion, we are in the order of the possible, but not in the order of the actual. Because when you ask whether we have a prioritized of freedom, I think we should instead ask the question whether freedom is a process or it is a disposition. Is it something we have in us, or is something that we continuously work towards? I think it is something that we continually work towards, because we cannot absolutely affirm that we are free. At the individual level, we have to continuously affirm ourselves to be able to liberate our will from the various individual forces that may be predatory to our will. And if we come to the situation of the society, for instance, man's relationship with the other, we're talking of man's relationship with the other, that's social, political, or ethics. We may find ourselves in a society wherein, imagine that you are serving a society wherein maybe homosexuality is legalized. In the context of values, those are not the values, the intrinsic values you conceive for yourself. How do you adapt into such a society where there are contrary values? There are values which contradicts your own inbuilt values. So you see, there is going to be a clash of values between the values you have in you and the values the society is conceived. Mr. Shintom, if history is a process, therefore freedom is a process. Oui. Bon, maintenant, tu ne vas jamais rencontrer un lion en train de cuisiner pour le lion. Parce que le lion ne sait pas comment faire pour inventer le feu. Or, l'homme le sait. Mais avant qu'on invente le feu, on a mangé des aliments crus. On peut poser la question de savoir est-ce que le lion a besoin d'inventer le feu? Non, c'est pour dire, bon, ça c'était pour établir la différence entre un être libre, la liberté dans l'invention des artifices, et le feu est un artifice. Or, le lion n'invente aucun artifice, il s'adapte tout simplement à la nature. Le poisson ne peut pas inventer des conditions de vie dans un désert. Sortir de l'eau, c'est fini pour le poisson. Or, l'homme, si on vous enlève de votre Kumbo natal et qu'on vous place où ne vivent que des Esquimaux, vous allez tout faire pour être capable de vivre, n'est-ce pas? Ça signifie que votre zone géographique ne vous a pas déterminé. Ça signifie aussi que il n'existe pas de déterminisme naturel. Il n'existe que des constructions historiques qui permettent d'envisager la vie de l'homme comme une vie de liberté. And Prof, if you talk about man inventing maybe technoscience, is the invention of technoscience not the proof that nature is somewhat an obstacle to the realization of our aspiration? Non. Regarde, l'invention technique signifie que par nature, l'homme vit dans l'hostilité. L'homme est... Moi, je n'aime pas tellement revenir aux auteurs, mais on est obligé d'y revenir. Regardez Rousseau. Que dit Rousseau? À l'origine, l'homme est moins animal que l'animal parce que l'animal est plus capable de s'adapter. La chèvre arrive au monde déjà habillée, avec des sabots. Dans quelles conditions l'homme arrive au monde? Et c'est pour cette raison qu'on peut tout le temps remettre en question le principe créationniste. Parce qu'on peut se demander, si Dieu a créé Adam et Ève, qui sont les premiers hommes, est-ce qu'il a créé Adam et Ève bébés ou déjà grands? Parce que si c'était bébé, ils ne pouvaient pas résister aux pluies. Les pluies qu'il y a à Yaoundé là. On crée un premier homme nu. Vous voyez ce qui s'est passé ces jours-ci? Vous pensez que oui. Les théologiens précisent que c'est un mythe reconstructif. Ils ont essayé d'imaginer les théories de Rousseau et de Hobbes, je ne sais pas comment, les théories contractualistes, pré-contractualistes, pour situer l'homme dans l'existence. Un présocratique comme Anaximandre a posé déjà pendant l'Antiquité grecque cette question. On ne va jamais penser au créationnisme. Il faut bien que les hommes dérivent d'un autre être qui, en subissant les mutations, s'est levé, a perdu les poils et la queue, et pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Bon, ça c'est une théorie déjà posée par Anaximandre. Mais ce processus
qui a garanti à la longue. Parce que à quel moment le cerveau humain est devenu aussi capable d'avoir autant de neurones pour être capable d'anticipation, d'invention, de création, de transformation. L'homme n'a pas tout. C'est pour cette raison qu'on parlait de l'homo erectus, l'homo faber. Avant qu'on invente l'agriculture au néolithique, l'homme était un nomade comme les autres animaux qui cherchent des pâturages. Mais c'est quand on invente l'agriculture que l'homme décide de rester sur place. Parce qu'avant l'agriculture, on savait qu'on est ici, on mange, si les arbres ne produisent plus, on continue. Mais à un moment, on a pensé que le même sol pouvait être meuble et pouvait servir à un domaine où on peut garantir sa survie en cultivant. Et on a commencé à rester sur place. C'est de là qu'est né, comment on appelle, le contraire du nomadisme, c'est quoi? La sédentarisation. Oui. C'est de là qu'est née la sédentarisation. Sinon, avant ça, l'homme était aussi un nomade. Mais ce qu'on doit dire, c'est que la liberté est un processus de libération. La liberté n'est pas un principe a priori. L'homme se libère pour vivre la liberté. Et cette liberté consiste en l'opposition qui existe entre lui et la nature. Mais malgré cette liberté, il se rend compte aujourd'hui que malgré tout, il est un être environnemental. Parce que l'homme n'arrive pas au monde avec un magasin d'air dans son corps. Il n'arrive qu'avec un appareil respiratoire qui va faire l'effort d'aller puiser l'air à l'extérieur pour alimenter l'intérieur. Mais il y a des moments où l'air de l'extérieur, ça ne peut plus nous maintenir en vie. Il faut qu'on soit dans les urgences et qu'on ne capte que l'oxygène pour nous aider à nous maintenir. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que il y a des conditions de vie dans lesquelles on ne peut plus nous soumettre à ce que nous respirons dans la nature. Parce que là, notre pronostic vital est déjà engagé et il faut d'autres interventions pour qu'on nous maintienne en vie. Mais c'est ça qui prouve que l'homme est libre. Est-ce que le lion, malgré sa force, va penser que comme le lionceau est malade, il lui faut de l'oxygène? C'est encore l'homme qui va apporter de l'oxygène au lionceau malade. Parce que c'est lui qui se pense les autres et construit tout autour de lui. Parce que tout part de l'homme pour arriver à l'homme. Docteur Di, sortons par là. Est-ce que les valeurs sont-ils obstacles aux conditions de la liberté? Parce que quelquefois, ces valeurs sont un peu comme des a priori à partir desquels les gens pensent ou entrevoient leur liberté. Oui, je vous ai dit, c'est le déterminisme qui est a priori. La liberté n'est pas a priori. Cependant, on a souvent tendance à croire que la liberté nous vient de l'extérieur. C'est ce qui fait la force des idéologies telles que la démocratie libérale, où les gens pensent apporter la liberté à certaines sociétés ou à certaines zones du monde. C'est une erreur, parce qu'il revient à chaque peuple, à chaque groupe, de manière consciente, de définir le chemin de leur bien-être. Et le chemin de leur bien-être est aussi, justement, leur liberté. Un peuple peut décider de ne pas être démocratique. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que... On peut vous opposer que la relation que les peuples entretiennent entre eux impose qu'il y ait des normes communes. J'ai dit, un peuple peut décider de ne pas être démocratique. Oui. Ça ne fait pas de ce peuple un peuple pas libre du tout ou liberticide. Sauf si on estime que notre liberté est la liberté de l'autre, ou que notre conception culturelle de la liberté doit forcément s'imposer à tous. Un peuple peut se sentir libre en dehors des conceptions politiques ou théoriques des libertés que nous connaissons. Et dans ce sens-là, ce qu'on doit voir, c'est les ambitions, le sens de l'histoire que ce peuple veut se doter à lui-même. Et dans ce cas-là, on va admettre que
La liberté est donc tout simplement une sorte d'incrémentation permanente d'un groupe vis-à-vis de son histoire, de son environnement et même de ses propres ambitions. Je dis bien une actualisation permanente. Alors, on ne doit pas juger un groupe parce qu'il est en train de suivre une direction différente ou bien qui n'est pas encore celle que les autres ont choisie. Un peuple peut suivre une direction parce que ce choix est indispensable. Ce choix est lié à leur nécessité de survie. Alors que un peuple concurrent ou prochain peut suivre un chemin différent. Docteur Nzi, attendez. Est-ce que c'est au niveau de tribu, au niveau de l'État, ou au niveau du régional? Quand on dit un peuple, il faut donner le contenu. Oui, justement. Si vous voulez un contenu, je prends un fait. Le professeur qui est là, il vient d'un peuple. Moi, je viens d'un peuple. Si vous allez dans le centre tribu, la logique ou bien la culture de son peuple demande de discuter par rapport à la dot. Ça n'a rien à voir. Moi qui suis dans mon milieu, si je veux, par exemple, avoir une femme, je dois suivre une certaine logique. Peut-être pour aller vite, considérons que le peuple désire l'État. Oui, non, je veux décanter toutes ces inquiétudes. Et quelqu'un qui est dans un autre groupe va suivre aussi une logique différente. Si nous venons au niveau de l'État, c'est la même chose. L'État du Cameroun n'a pas les mêmes ambitions que le Sénégal. Donc, l'État du Cameroun aura une démarche différente qui n'est pas la démarche du Sénégal. Nous avons souvent commis ces erreurs en disant « Oh, là-bas on fait ceci, là-bas on fait ceci, là on fait ceci. » Et on peut se rendre compte, la Libye, il y a cela quelques années, était bien engagée dans l'histoire que nous, on félicitait. Juste aujourd'hui, on prend ça comme un exemple, n'est-ce pas? Mais vous voyez où c'est là, cette ambition. Attendez un peu. Attendez. Vous voyez comment cette ambition forte a pu entraîner plutôt la déchéance que nous vivons, nous observons tous aujourd'hui. Il aurait peut-être fallu être un peu plus sage et dans la retenue. Et si d'autres sont dans la sagesse et la retenue, on pourrait dire qu'ils sont lâches, non? Donc je dis, ceux qui ont préservé leur vie en étant dans la retenue, en attendant un moment précis où une opportunité va se présenter pour certainement profiter du sens de l'histoire. Et ceux qui se précipitent, le plus tôt, le professeur a parlé tout à l'heure de besoin de l'avoir. Alors, ceux qui peuvent se précipiter pourront certainement avoir d'autres déboires. Et c'est là où je dis, au niveau de la liberté, que ce soit au niveau de l'individu, sur le plan collectif, ou même si vous voulez, sur le plan international, on doit tenir compte des besoins de chaque groupe, de chaque culture. Ça peut être réduit sur le plan national ou étatique, comme vous voulez. Chers téléspectateurs, c'est avec le docteur Nzi que nous allons arrêter le débat. Nous vous disons très bientôt sur les discussions concernant la liberté. Nous savons bien combien est-ce que ça charrie des émotions. Nous vous invitons à lire les ouvrages des auteurs que nous avons cités au cours de l'émission et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions si vous en avez. À très bientôt sur Africa TV. Merci pour ça, Mouchili. Merci. Juste pour dire, comme à la fin, que les valeurs sont l'encadrement de la liberté. Michel, merci. Thank you.